Je vous remercie, Monsieur le Président, honorables députés, mes chers collaborateurs. Vous me permettrez, Monsieur le Président, à l'entame de mon propos, d'adresser mes condoléances à votre institution à la suite de la disparition de l'honorable député Fanta Sall, de même que la disparition de votre chef de sécurité. Je voudrais également remercier tous les députés qui ont eu à intervenir pour se prononcer sur ce projet de loi portant sur l'OFNAC et également sur d'autres sujets qui les préoccupent, même si ils ne constituent pas véritablement l'ordre du jour de cette séance. La députée qui a entamé ce débat au moyen de son intervention est Madame Saï Cissé, qui a eu à dire que la loi permet effectivement de corriger les incohérences de l'OFNAC qui ont été largement commentées. Effectivement, l'OFNAC original donc exerçait des prérogatives qui étaient régulièrement dévolues aux institutions judiciaires malgré son statut d'autorité administrative indépendante. En effet, c'était une hérésie dans la mesure où que le président de l'OFNAC puisse être doté de certaines prérogatives telles que celle qui consiste à ordonner une garde à vue, à faire des mises en demeure, à dessaisir des procureurs de la République ou des juridictions, n'avait absolument rien à voir avec le respect des règles constitutionnelles. Et de ce point de vue, donc, il est tout à fait normal que la nouvelle loi corrige ces incohérences. Et je crois que c'est tout simplement à saluer parce que c'est un retour à la légalité, à la stricte légalité. Le député Adama Diallo a parlé, quant à lui, du rattachement, a déploré le rattachement à la présidence de la République de l'OFNAC. À ce propos, ce que je vais peut-être lui dire, c'est tout simplement que l'article 1er a d'abord consacré l'indépendance de l'autorité administrative qu'est l'OFNAC, avant de prévoir son rattachement à la présidence de la République. Et ce rattachement est un rattachement purement administratif. Et je crois d'ailleurs que le fait que l'OFNAC puisse être rattaché à la plus haute institution de notre République traduit tout simplement le désir, la volonté de lui conférer une autorité supérieure à celle de plusieurs autres institutions de la même nature et peut-être tout simplement la même valeur juridique. La loi réaffirme de façon claire que les membres de l'OFNAC ne reçoivent aucune instruction dans l'exercice de leur mission. Et donc, si véritablement ce rattachement à la présidence pouvait poser, ou en tout cas susciter certaines interrogations, le fait qu'il ait réaffirmé que les membres de l'OFNAC ne peuvent et ne doivent recevoir aucune instruction de quelque institution que ce soit, je pense que le problème de son indépendance est réglé et je crois que c'est le plus important. Et puis, dans le mode de désignation, comme on a déjà eu plusieurs fois à le souligner, le mode de désignation, c'est que effectivement, c'est à la suite d'un appel d'offres et à la suite de cela, effectivement, le président de la République nomme sur la base, effectivement, d'un pouvoir, nomme par décret les personnes qui auront été retenues par une commission qui aura effectivement eu à statuer sur les différentes candidatures qui se seront déclarées. Pour ce qui est de la taxe pour donner des moyens à l'OFNAC,
Bon, je ne pense pas véritablement, à mon humble avis, que l'heure soit à la création de nouvelles taxes et qu'en l'espèce, ce qui est le plus important, c'est surtout que la nouvelle institution puisse exercer, au mieux des intérêts de la République, les attributions qui lui sont conférées par la loi. Yaye Fatou Mané a eu à parler de l'importance du choix des membres. Le choix des membres, je partage effectivement ces préoccupations et il est vrai que ces membres doivent, le profil des membres a été bien déterminé par la loi et de ce point de vue, il faudra tout simplement un choix rigoureux qui traduit effectivement toutes les garanties de compétence et d'intégrité qu'il faut pour pouvoir siéger dans cette auguste institution. L'article 6 d'ailleurs définit ce profil des membres parce qu'il est renvoyé aux magistrats, aux hiérarchies en activité, aux agents de l'administration de la hiérarchie A1 ayant eu 12 ans d'ancienneté, aux enseignants chercheurs rang A ayant 12 ans d'ancienneté, aux membres de la société civile et du secteur privé. Bon, c'est dire donc que tous les profils sont pris en compte et que l'essentiel, je crois, si véritablement le choix est fait avec la rigueur qui s'adosse à la loi, il va de soi qu'on aura effectivement une institution qui va jouer pleinement son rôle en toute indépendance, en toute objectivité et, comme je le disais tantôt, au mieux des intérêts de la République. Le député Guy Marius Sagna a eu à parler d'un certain nombre de problèmes. Bon, il a surtout parlé des manifestations lors de la période préélectorale. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est que le procureur général près la cour d'appel de Dakar a été invité par Messoin, par correspondance, à bien vouloir ouvrir une enquête sur tous ces événements. Vous savez, particulièrement les faits susceptibles effectivement de revêtir les contours d'un crime contre l'humanité. Vous savez, on a été dans le cadre de la gestion de ces événements qui semblent intéresser tout le monde, et je le comprends parfaitement parce que ce sont des faits d'une extrême gravité. Il a été bel et bien dit que il y a eu une loi d'amnistie qui a été effectivement réformée par une loi rectificative avant que le Conseil constitutionnel n'apporte quelques correctifs sur cette loi. C'est dire donc qu'en tout état de cause, la justice se devait d'attendre d'y voir clair avant d'initier ces poursuites. Et de ce point de vue, donc, on ne pouvait pas initier des poursuites tant qu'on n'avait pas une certaine lisibilité. Et le fait même qu'on ait eu à privilégier les crimes contre l'humanité, c'est juste pour éviter de nous trouver dans une situation qui pourrait justifier une annulation des procédures pour vice de forme. La tâche pour ceux qui connaissent le droit, qui l'exercent et qui sont attachés à la justice et à l'état de droit, les choses n'étaient pas aussi simples et il fallait faire très attention pour ne pas avoir à violer la loi, d'autant que celle-ci a eu, en l'espace de quelque temps, à changer. Donc, on a eu à privilégier les cas de crimes contre l'humanité, de meurtre, d'assassinat, de torture et autres mauvais traitements dégradants, et tout ça a été pris en compte. Il ne s'agit pas d'un travail facile. Et il est important que ces investigations soient menées avec le maximum de rigueur et de célérité. Vous savez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes procureurs. On ne peut pas se permettre de traiter des faits d'une telle gravité, que ce soit dans le cadre de cette affaire que je viens de citer ou dans le cadre de la reddition des comptes, et que dans la précipitation, qu'on puisse se permettre de commettre des erreurs constitutives de vice de forme et qui pourraient à terme conduire à une relaxe ou à une décision défavorable. C'est dire donc que, en dehors de cette nécessité de répondre effectivement à ce qui semble être une demande sociale et surtout au respect de la légalité, il faut faire en sorte que les dossiers aboutissent et aboutissent bien. Aboutir, que ces dossiers aboutissent, c'est que ces dossiers puissent effectivement concourir à
à nous faire procéder à l'arrestation de toutes les personnes mises en cause, de tous ceux qui ont une part de responsabilité dans la survenance de ces faits, et que ces gens soient effectivement reconnus coupables et condamnés par les juridictions compétentes. Et en nous précipitant, en voulant faire vite, ce risque-là est réel. Et je dois dire que nos services ne sont pas du tout disposés à l'encourir. Monsieur Sagna également a posé, avant d'être interrompu je crois, la question de l'enfant pris en bouclier durant les manifestations de 2023. Durant ces manifestations des mois de juin, juillet et juillet 2023, effectivement, il y a eu l'image d'un enfant qui a parcouru effectivement les réseaux sociaux. Le ministère public, à travers le ministère de la Justice, à travers les services de protection, a accompagné la réintégration sociale de cet enfant, notamment au même titre que 202 autres mineurs qui sont trouvés appréhendés, qui ont été appréhendés. Et avec l'intervention des services de la justice dédiés à la protection de l'enfant et à la protection sociale, la quasi-totalité a rapidement été élargie et remise à leurs parents et sont actuellement bénéficiaires d'un suivi psychologique, un appui à la réinsertion scolaire et professionnelle. Sur ce plan, effectivement, ces mesures ont été prises et je suis en mesure de vous l'affirmer. Vous avez également, M. Sagna, eu à parler de la situation de 15 bénévoles en service au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Cette question est en train d'être prise en charge avec le ministère de la fonction publique. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre nous avait bien demandé de faire l'état des lieux et évaluer l'impact budgétaire de la prise en charge des contractuels du ministère. C'est une question qui me tient beaucoup à cœur parce que, comme vous, j'estime qu'il y a une part d'injustice pour ce qui les concerne, puisque moi, j'ai quitté le parquet de Dakar il y a 12 ans et j'ai toujours un pincement au cœur quand je vois que certains bénévoles que j'avais laissés là-bas, dont certains sont d'ailleurs atteints par la limite d'âge, n'ont pas pu bénéficier d'une insertion au niveau de la fonction publique. C'est dire que c'est une question que je maîtrise parfaitement et je partage effectivement votre appréciation de cette question qui pourrait effectivement trouver très rapidement une solution au mieux des intérêts des intéressés. L'honorable député Mariama Diamanka aussi est revenue sur la même question que je viens de traiter quand elle parle de justice aux martyrs. Évidemment, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que cette justice aux martyrs constitue une priorité pour le gouvernement, mais qu'il faut encore une fois insister sur le fait qu'il y a des préalables qu'il faut réaliser avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Bon, évidemment, comme j'ai eu à le dire, il a fallu attendre avec ce projet de loi portant amnistie, ensuite ce projet de loi interprétatif et aussi l'arrêt de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, autant pour moi. Monsieur l'honorable député Babacar Ndiaye a eu à parler de l'affaire ArcelorMittal. Ce que je peux dire, c'est que pour cette affaire, une information judiciaire est ouverte et que le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction qui est chargé de l'affaire, a adressé une délégation judiciaire aux officiers de police judiciaire qui sont en train de procéder à l'audition de toutes les personnes mises en cause, notamment certains anciens ministres. C'est dire que c'est une affaire qui suit normalement son cours et toutes les suites adéquates lui seront accordées. Madame Anta Babacar Ngom a eu à parler
des membres de l'OFNAC qui sont nommés par décret à l'issue d'une procédure d'appel à candidature dont les modalités sont fixées. Il n'est pas, à mon sens, nécessaire de prévoir la création d'un comité chargé de superviser la procédure d'appel à candidature dans le projet de loi. Évidemment, il a eu à déplorer qu'en réunion de la commission des lois, que 8 de ces amendements aient été tout simplement rejetés. Je veux tout simplement à ce niveau rappeler à Madame l'honorable députée que nous sommes dans un état de droit. Et un état de droit, c'est le respect du principe de la hiérarchie des normes. Le respect du principe de la hiérarchie des normes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une loi ordinaire ne peut pas déroger à une loi organique, et une loi organique ne peut pas déroger à une loi constitutionnelle, un décret ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Le problème, c'est qu'avec, en tout cas, certains des amendements de Madame l'honorable députée, il s'agissait tout simplement de donner à une loi ordinaire la prérogative de pouvoir réformer une loi organique. C'est en violation de tous les principes constitutionnels. Et puis, en tout état de cause, même si ces amendements avaient prospéré, ils auraient fait les lois, en tout cas les dispositions qu'elles préconisaient, étaient justement de nature à être tout simplement annulées par le Conseil constitutionnel si effectivement il y avait un recours. D'une façon générale, ce sont là les différents... Bon, il y a également le cas de Tahirou Sarr, qui a eu à parler de l'état civil des Sénégalais. Moi, je préfère toujours parler de choses que je maîtrise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes en matière d'état civil que nous sommes en train non seulement de recenser, mais en plus de trouver les moyens susceptibles de nous permettre de pouvoir réguler. L'état civil a toujours posé un problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le faux en état civil, c'est aussi vieux que le monde, j'allais dire, que notre pays. Maintenant, on est en train justement, avec la modernisation, notamment la possibilité maintenant de pouvoir informatiser tout cela, de réduire ces points. Dire que les étrangers parviennent effectivement à se faire doter d'extraits qui appartenaient ou qui étaient effectivement destinés à d'autres Sénégalais, je crois que c'est aller vite en besogne, même si ça peut arriver, mais je ne suis pas en mesure de l'affirmer. En tout état de cause, il va de soi que je ne pense pas comment un État responsable, des fonctionnaires responsables pourraient privilégier des étrangers sur le sort de leurs propres compatriotes, et encore que ces compatriotes ont un droit légitime sur lequel on accepte résolument et de façon déterminée à revenir, et au profit de personnes qui sont là juste et qui veulent s'arroger des pouvoirs ou des droits qu'ils ne peuvent pas acquérir. C'est vrai que c'est un problème que nous sommes en train justement d'étudier, parce que j'ai déjà eu vent de ce type de pratique qu'il va falloir donc déterminer de façon précise, réglementer et faire en sorte de poser des règles et de prendre des dispositions de nature à nous permettre d'éviter que de telles choses ne se reproduisent. D'une façon générale, c'était là les réponses que je tenais à apporter aux différentes interpellations dont j'ai été l'objet. Je vous remercie de votre attention. Jërëjëf, Monsieur le ministre. Nous allons, mes chers collègues, prendre une pause déjeuner pour reprendre à 15 heures. Merci.